Ok, on va y aller. Alors, comme contrairement aux jours précédents, je ne peux pas me promener pour vous passer le micro. Il y a des micros qui vont circuler, mais si vous êtes regroupés, c'est plus facile de faire passer les micros. Donc, je vous avais expliqué un petit peu hier le principe de ce qu'on va faire ce matin. J'ai demandé à Diandra de venir nous rejoindre pour qu'on fasse une petite discussion en mode très détendu, pour qu'elle nous raconte un peu son parcours et puis qu'on discute un peu plus de sujets qui nous concernent ou qui vous concernent par rapport à la préparation physique, son avis dessus, comment elle a voyagé dans sa carrière avec l'aspect prépa physique, comment elle a géré les blessures, puisque vous savez que les athlètes traversent rarement une carrière entière sans être confrontés à la blessure. Donc on va aborder tout ça. Euh, Dans la salle, il n'y a que des gens issus du monde du basket, donc normalement, tout le monde connaît Diandra. Je vais juste rappeler rapidement le palmarès, parce que ça vaut quand même un peu le détour. Si je me trompe, tu me corriges. Tu as gagné 4 fois la Coupe de France, 2 fois le Championnat de France, l'Eurocoupe aussi. Et puis après, sur la partie équipe de France, 86 sélections, c'est ça? 107. Ouh, bah, Wikipédia n'est pas à jour alors. Tu vois? Ok, 107. 4 médailles d'argent au championnat d'Europe, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Tokyo. Et puis, il y a même un titre de championne d'Europe en U16 quand tu étais jeune. Donc, voilà, il y a un vrai palmarès. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de profiter de cette expérience-là et de cette carrière-là pour que on puisse aborder plein de sujets différents, et notamment le fait que Diandra a connu et le système français et l'étranger, puisque il y a eu un passage par les États-Unis. Donc, justement, par rapport à ce cursus et cette formation, est-ce que tu peux commencer par nous dire à quel âge tu as commencé la pratique du basket? Moi, j'ai commencé. Déjà, bonjour à toutes et à tous pour ceux que j'ai pas croisés. Et moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Que je connais bien, effectivement. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports ou c'était tout de suite le basket et que le basket? J'ai fait du judo, de la danse et ensuite du basket. Super, ben, c'est parfait parce que justement, j'aurais aimé que tu nous parles de l'intérêt de cette pluriactivité. Est-ce que toi, tu penses que ça t'a amené des choses importantes après ta carrière de basketteuse professionnelle? Euh, oui, après, je pense que ça m'a surtout. Quand j'ai fait du judo, j'aimais beaucoup, mais il me manquait quelque chose. Et je pense que c'était un petit peu l'esprit d'équipe. Donc, très tôt, grâce à ça, j'ai su que je serais plutôt, que ce soit dans la vie ou dans le sport, dans des projets collectifs. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie d'une sportive de haut niveau? Comment ça se passe une semaine type, une journée, la place de la prépa physique justement dans tout ça, et puis aussi la dureté des séances, et souvent, comme tu as commencé jeune, et après les centres de formation, etc., on est souvent loin de sa famille. Comment tout ça, tu l'as vécu dans ta carrière? Je pense que très tôt, en fait, j'étais habituée à partir pas si loin de chez moi, mais de pas être chez moi, parce que je suis partie à l'âge de 12 ans pour le pôle espoir d'Hermont-Aubonne. Et c'est vrai que du coup, moi, j'étais juste contente de continuer à suivre ma passion dans un cadre discipliné, rejoindre le haut niveau, de le découvrir. Pour moi, c'est tout ce qui comptait quand j'avais 12 ans. Donc, je m'y suis faite plutôt rapidement. Après, je pense que au fur et à mesure qu'on gravit les échelons, et ben on se, on se force à vraiment avoir cette rigueur, cette discipline. On apprend aussi. Je pense que quand on est au pôle espoir, j'étais dans un groupe où il y avait beaucoup d'ambition. Donc, on avait envie de devenir professionnel, même si je crois qu'au final, on est deux à être devenus professionnels avec Sarah Michel, qui évolue à Bourges. Mais très tôt, on s'est fixé un petit peu cette rigueur et on s'est un peu challengé entre nous. Derrière, moi, j'ai rejoint, après le pôle, j'ai rejoint l'INSEP pendant 4 ans. Donc, ma première expérience avec la prépa physique, c'était au pôle. Donc, j'avais 12-13 ans. Et c'est vrai que c'était assez particulier parce que, en fait, on faisait de la muscu en initiation.
Je sais pas. C'est comme si on n'avait pas, on savait pas pourquoi on le faisait. Je pense qu'il n'y avait pas eu vraiment euh, de vraie éducation prépa physique. Donc en fait, nous, on était juste dégoûtés d'aller à la salle de muscu. Et je pense que c'est important parce que finalement, c'est des choses qui te suivent. Aujourd'hui, même mes coéquipières au plus haut niveau, on est plein à Non, mais détester. alors moi, je vais juste rajouter, je confirme à mort parce que Sarah Michel et Diandra Chouachouang, ils me cassent les couilles en équipe de France. À chaque fois qu'on fait muscu, c'est ah, t'as pas trop, bah, que le t-shirt là, ça va pas aller. Et alors voilà, c'est juste pas possible. C'est les deux là, incroyable. La muscu, c'est très compliqué. Après, c'est différent, c'est que les deux, ils ont. Je vais me permettre, Diandra, mais vous avez été quand même confronté beaucoup à la blessure. Résultat des courses, à la fin, c'était pas. Enfin, le côté prévention, préventif de la muscu, vous le connaissez, et c'était pas très compliqué de vous faire travailler dans ce sens-là. Mais pour le développement, je pense que c'était un peu relou. Elle a bien résumé. Et non, c'est vrai que du coup, je pense que c'est des choses pas qui marquent, mais qui vont nous suivre. Je pense que c'est important d'avoir une bonne éducation, et notamment dès le départ de parler de la prévention, qu'on comprenne pourquoi on le fait, parce que finalement, je disais aujourd'hui, voilà, comme Sabine l'a dit, je fais de la muscu et je sais que j'en ai besoin et je sais pourquoi je le fais. Donc c'est plus simple, mais pendant un bon moment, pendant ma carrière, eh ben, c'était une corvée d'aller à la salle de muscu. Donc voilà, la préparation physique, moi j'ai connu ça au Bonn, au pôle, à l'âge de 12-13 ans. Et puis derrière, à l'INSEP où finalement, ben, je pense que c'était. Moi, ce qui me plaisait à l'INSEP quand je faisais de la muscu, c'était que. On se challengeait, ça veut dire on faisait des concours qui allaient pousser le plus et tout, mais encore une fois, ben, sans vraiment savoir pourquoi on le faisait. Et je pense qu'on ne savait pas pourquoi on le faisait aussi, parce que ce n'était pas individualisé. En fait, quand on est jeune, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on a tendance à faire peut-être du global. Et du coup, par exemple, moi qui ai eu des problèmes de genoux par la suite, j'ai commencé à faire de la prévention après m'être blessé. J'en avais jamais vraiment fait avant. Pourtant, on sait que les problèmes de genoux chez le basketteur ou la basketteuse, c'est assez fréquent. Mais je n'avais pas fait de prévention avant. Donc pendant un long moment, je pense, ouais, jusqu'à la fin de mon cursus ici à l'INSEP, j'ai fait de la muscu, mais sans vraiment me concentrer sur mes besoins personnels. C'était pas vraiment individualisé. Donc ça m'a permis de me développer quand même physiquement, hein. Mais tu vois, quand je me suis blessé, en fait, je me suis dit, purée, j'avais jamais fait de choses pour éviter ces blessures. Parce que ma première blessure, en plus, je l'ai eue ici. Ma première année à l'INSEP, j'avais une grosse entorse du genou. Et c'est seulement après ça que j'ai commencé à faire de la prévention, mais du coup, un peu trop tard. Oui, bonjour Diandra. Non, juste pour précision, si je me souviens bien, tu avais quand même 1 an d'avance sur ton entrée au pôle Île-de-France et après à l'INSEP. Donc Ouais. est-ce que tu n'as peut-être pas attaqué un petit peu trop tôt ou sur des choses? Parce que là, tu parles du fait d'avoir du sens dans ce que tu fais pour la prépa et que c'est pour ça que tu n'as pas apprécié ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que tu es arrivé avec 1 an d'avance sur ces deux structures et que le travail il a été peut-être fait un petit peu trop tôt, de manière pas adaptée, effectivement? Je ne sais pas. C'est possible, je ne sais pas trop ce qui vraiment est conseillé en termes d'âge ou de morphologie pour commencer la préparation physique. Après, c'était pas de la grosse muscu, donc comme ça, j'aurais envie de te dire non, parce que c'était pas de la muscu, enfin, c'était pas hyper impactant, même si à l'époque, on avait l'impression de. À l'époque, on avait l'impression avec la barre à vide de soulever. La terre. Ouais. Mais je pense que c'était pas si impactant que ça. Après, par contre, par rapport au surclassement, c'est vrai que moi, je l'ai souvent vécu avec les équipes de France. Il y a plusieurs étés où j'ai doublé. Et je pense que pour avoir des étés où je doublais quand j'étais jeune, et bon, j'ai pas du tout adapté ma préparation physique par rapport à ça. Adapter mes plages de repos, adapter mes reprises à l'INSEP. Et finalement, tu te retrouves à doubler. Tu es content de le faire, hein, mais je pense que ça t'impacte pas mal et que on parle de préparation physique. Il y a plein d'axes où il faut, je pense, réajuster. Mais la préparation physique, j'aurais dû réajuster à ces moments-là où je faisais 2 campagnes par été
mes 14 ans et mes 18 ans. Après, Diandra, à ta défense, c'est pas toi de réajuster. Mm. Maintenant que tu es pro, tu sais ajuster, tu as appris à être autonome. Mais à 14-15 ans, c'est pas toi de réajuster. Ça, c'est le premier point. Moi, j'ai une question. Julien, j'espère que je partirai pas dans tes questions, mais de toute façon, ça reste une discussion globale. Je sais qu'on va aller loin dans tes souvenirs. Est-ce que, avant de rentrer au pôle, donc tu es rentré avec un an d'avance, je suppose que tu étais plus grande que la normale? Tu avais un peu plus de qualité que les autres? Ou tu penses que tu es rentré surtout parce que tu étais plus grande que les autres? Ou tu étais largement au-dessus aussi au niveau de ton basket? Je pense que Je sais pas si c'est facile à répondre à ça. Parce que... ouais, c'est pas facile de parler de soi. Mais ouais, je pense que quand j'étais rentrée en avance au pôle, c'est parce que j'étais en avance niveau basket aussi. D'accord. Ma question, c'est qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as souvenir dans le club dans lequel tu évoluais, combien de fois tu t'entraînais par semaine? Est-ce que tu as ce souvenir-là, à peu près? Je m'entraînais tous les jours. Avant le pôle? Ouais, avant le pôle. Avant le pôle, non, avant le pôle, je m'entraînais 2 fois par semaine à peu près. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais un rythme beaucoup plus soutenu parce qu'il y avait toutes les sélections. Donc je m'entraînais avec mon club, avec la sélection départementale. Après, il y avait la sélection régionale. Donc j'avais un rythme beaucoup plus chargé que juste mon club, en fait. D'accord. Ouais. Et après, tu es rentré en pôle où là, tu t'entraînais, je suppose, au moins une fois par jour, si c'est pas deux. Ouais, c'est une fois par jour et ouais, c'était une fois par jour. Une fois par jour. Vous aviez une fois par jour le basket. Ouais, sauf le mercredi. Et donc, à part ces petites séances de muscu que tu n'aimais pas trop, est-ce que tu as souvenir de séances de prépa physique, justement, où tu penses que vous étiez fort axé sur le basket? Je pense qu'on était plus axé sur le basket et la prépa physique, ça allait être pour nous des circuits training, des circuits en muscu, mais rien d'individuel. Par exemple, moi, je faisais la même chose, je faisais presque la même taille à l'époque, je faisais la même chose que la meneuse d'1m60. Tu faisais la même taille que maintenant? Presque. Je faisais 1m86 au pôle et là, je fais 1m89, 90. Ah, ok. Ouais. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je parlais des étés où j'ai doublé. Et c'est vrai qu'il y a un été où je double. Et en fait, juste avant, je me fais une grosse entorse du genou. Donc, j'ai une rupture partielle du ligament croisé. Et en fait, je m'arrête pendant 3 mois. Le chirurgien ne veut pas m'opérer. Il me dit qu'il ne peut pas faire mieux en termes de laxité que ce que j'ai déjà. Et finalement, au mois de juin, je vais le voir. Il y a un championnat d'Europe qui avait lieu en juillet avec l'équipe de France U16 auquel je ne devais pas participer parce que j'avais une grosse entorse du genou et j'avais rien fait pendant 3 mois. Et finalement, le chirurgien, vu qu'il ne veut pas m'opérer, il me dit moi, je ne vous opère pas et vous pouvez rejouer. Moi, je dis mais je peux rejouer comment, quand? Il me dit vous partez à votre stage demain. Et finalement, moi, je vais à mon stage et je reprends comme si de rien n'était avec un genou abîmé, puisqu'en plus, quand je me suis pété le croisé quelques années après, ils m'ont dit qu'il était déjà pété, en fait. Et en plus de ça, je reprends, mais pareil, encore une fois, il y a pas de... Je me suis arrêté 3 mois, j'ai une grosse entorse du genou, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, j'avais plus de muscles, clairement. Et j'ai repris comme ça, en fait, avec 2 campagnes le même été. Et j'ai rien fait physiquement pour me remettre. Et avec du recul, je me dis que c'est assez fou parce que j'aurais pu vraiment tout péter. Mais c'est des choses, c'est des petites anecdotes comme ça où je me rends compte qu'au niveau de la prépa physique, c'était vraiment pas individualisé à l'époque. C'est même pas individualisé, c'est qu'il y avait rien. Parce que te laisser repartir comme ça, après l'arrêt, comme tu dis, avec la perte que tu as eue sur le plan musculaire, c'était très dangereux quand même. Et te faire doubler cet été-là en plus, je pense que maintenant on ferait plus ça. Mais, après, on va essayer de pas enfoncer le truc mais à l'époque, je suis désolée, mais ça date un peu quand même, Diandra. Je pense que c'est donc on parle d'il y a 15 ans ou 20 ans. 20 ans 15 ans plus. Ah pardon, excuse-moi Diandra, je m'en vais. C'est moi, je vieillis pas très bien en ce moment. Et moi, je me souviens, je veux dire, quand j'étais à l'USVO, on parlait pas de réathlétisation, ça n'existait pas. La préparation physique individuelle n'existait pas. Et il faut aussi se remettre dans le truc. Déjà, quand tu faisais... moi, il y a 15 ans à l'USVO, quand on balançait 2 séances de muscu par semaine, les gens, ils nous regardaient, on était des extraterrestres, quoi. Donc, voilà, c'était aussi une époque où on a appris aussi de nos erreurs, je pense, tout simplement. Ouais. Alors, juste pour finir un petit peu sur cette partie contexte, etc., est-ce que tu peux nous dire si tes parents étaient des sportifs
Et est-ce ils t'ont beaucoup soutenu, suivi pendant ta carrière? Mes parents, ils étaient sportifs, mais pas de haut niveau. Ma mère, elle a joué au handball, mon père au foot. Et finalement, ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu. Après, c'est vrai que dès le plus jeune âge, ben, le basket allait pas sans l'école. Donc, c'était la condition pour jouer au basket. Il fallait que à l'école, on suive aussi avec mes frères et sœurs. Après, je sais que mon père, par exemple, quand j'ai commencé à me blesser, par rapport à tout ce qu'on entendait et tout, très tôt, moi, je savais qu'il fallait pas que je fasse d'infiltration. C'est un truc qu'il n'arrêtait pas de me répéter. Si t'es blessé, tu te soignes, mais tu fais pas d'infiltration. Du coup, j'en ai fait plus tard. Mais c'est vrai qu'ils étaient assez attentifs par rapport à ça et craintifs par rapport à certaines pratiques. D'accord. Et est-ce que toi, tu savais déjà dès le début ce que tu souhaitais faire dans ta vie, ou est-ce que ça s'est un peu décidé comme ça Ouais, je suis assez tôt. Hein. Je suis assez tôt parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir des bons éducateurs à La Courneuve. Ma première coach avec qui je suis toujours très proche, qui m'aide sur pas mal de projets. En fait, quand j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans, j'ai été avec elle jusqu'à 12 ans à peu près. Et en fait, c'est elle qui m'a parlé un petit peu de tout le cheminement, l'INSEP, les centres de formation, enfin le pôle avant même. Et en fait, dès qu'elle m'a parlé du pôle, et ben, j'ai su que je voulais être basketeuse professionnelle. À l'époque, on avait Pâté Sport et j'ai pas eu la chance de voir Sabine sous le maillot de l'USVO, mais je regardais l'USVO jouer et le fait de pouvoir voir du basket à la télé, ça m'a permis très vite de savoir que c'est ce que je voulais faire. Ok, parfait. Donc là, le thème suivant, c'est ton rapport avec la préparation physique. Donc on a compris déjà un certain nombre de choses sur le fait qu'au début, c'était compliqué. Maintenant, tu as un autre regard. Qu'est-ce qui... Tu as eu un bout de réponse, c'est peut-être la blessure qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et surtout nous dire, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais changé dans ton travail tout au long de ta carrière en préparation physique? Hum, Je pense que j'ai une vraie prise de conscience ouais, au moment des blessures. Ma première blessure, elle est survenue quand j'étais aux États-Unis. Et là-bas, bon, c'est vrai que c'était plus individualisé, mais j'avais pas fait de prévention particulièrement pour mon genou. Et j'ai eu cette grosse blessure et depuis, en fait, c'est pas possible pour moi de passer 48 heures sans faire de muscu. Même là, je vais arrêter le basket et ce sera le cas parce que sinon mes genoux, ils me le rappellent. Et c'est quelque chose avant ça que j'avais pas mis en place. C'est-à-dire que je partais en vacances après la saison 10 jours et ben, je coupais pendant 10 jours alors qu'en fait, quand tu as des problèmes de genoux, c'est pas possible. C'est quelque chose que moi j'ai appris et qu'aujourd'hui je fais naturellement. Après, non, je pense que s'il y a quelque chose que j'aurais fait autrement, je pense que c'est cette prévention que j'ai appris à mettre dans mes routines et tout ça. Une fois que je m'étais blessée, peut-être ça aurait été la mettre en place avant de me blesser si j'avais quelque chose à changer. Mais du coup, ben, moi, ça me permet de parler aux plus jeunes quand je les croise et à leur dire vraiment d'intégrer ça à leur préparation, de ne pas attendre de se faire mal pour prévenir quelconque blessure. Et justement, par rapport à ces routines, là, tu nous expliques que tu ne peux pas passer 48 heures sans faire un travail en salle de musculation. Mais comment tu abordes un entraînement ou un match? J'imagine que tu as une routine personnelle. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu y mets? Sur quoi tu insistes par rapport à tes problèmes à toi? Moi, c'est vrai qu'avant tous les entraînements ou tous les matchs, je fais un travail vraiment ciblé. Genou, quadri, tous les muscles autour du genou et fessier. Beaucoup d'excentriques pour chauffer le genou, parce que moi, c'est l'affection. Je parlais des croisés, mais du coup, derrière, ça engendrait pas mal de problèmes d'arthrose, de cartilage et tout. Et du coup, ça veut dire que même pour faire un entraînement, même pour faire un shooting de 30 minutes, j'ai besoin d'avoir ma routine de 10-15 minutes pour mettre mon corps en route. C'est vrai que c'est un peu redondant. Mais c'est indispensable pour moi. Et je pense qu'on a toute notre petite routine. Je pense à mes coéquipières, celles qui ont des problèmes d'épaule ou autres. Pareil, elles viennent avec leur élastique au début de l'entraînement, des fois à la fin aussi. Mais je suis obligé, moi, de mettre ces routines-là, ouais, genoux, fessiers, pour vraiment me sentir bien sur le terrain. Et c'est la même chose pour un entraînement de 30 minutes que pour un match.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as géré, on sait qu'une carrière c'est long, la succession des matchs, là où tu nous as raconté que les étés tu avais doublé, donc dans tout cet enchaînement de choses à faire, tu as su rester performante ou même tu as progressé encore pendant ta carrière. Comment tu t'es organisé pour gérer ça au mieux, avec bien sûr les aléas des blessures qui sont arrivées, mais comment tu gères une carrière aussi longue? Je pense que tu as t'as des temps forts. Moi, pour un exemple précis, je m'en souviens, c'était en 2019. Moi, je me suis fait les croisés juste avant les Jeux de 2016. Donc, j'ai pas pu participer. Je me suis blessé, je crois, en janvier 2016. Et finalement, derrière, je retrouve l'équipe l'année d'après, 2017, avec l'Euro. Et à un moment donné, je me reblesse au genou en 2019. Et je me souviens, on s'est vu avec Sabine, on s'est avec le docteur, les kinés. Et on fait un point parce que j'étais blessée. Et, et faire la campagne avec les filles, en se projetant, ça me faisait peut-être m'arrêter derrière. Et je pense que la carrière, elle est faite de temps forts. Donc moi, à ce moment-là, en 2019, on avait fait le choix de faire l'impasse sur l'Euro si je voulais me donner une chance de rejoindre le groupe l'année d'après pour les JO. Donc je pense que la carrière, elle est vraiment faite de temps forts, et de temps forts qu'on doit bien vraiment gérer, bien analyser. Quand, comme moi, par exemple, on a des pépins physiques récurrents au niveau des genoux pour moi. Donc je pense que c'est ça. Après, il y a aussi en club, c'est vrai que ton club, c'est ton employeur, donc il te demande à un moment donné d'être performant, d'être à 100%. Donc ça aussi, ce qui va te permettre d'être performant, d'être à 100%, c'est comment tu vas organiser ta saison. Donc il y a des fois, en termes de prépa physique, ça va être de l'entretien. Et il y a des fois, tu vas être dans des périodes où il faut que tu fasses du gain, parce que voilà, tu as les genoux en vrac. Et il faut que tu puisses vraiment avoir des phases, en fait, hein, des phases où tu vas travailler des fois plus légèrement, et des phases où tu vas devoir envoyer, malgré que tu aies les 2 entraînements par jour à tenir, malgré que tu aies les 2 matchs par semaine à tenir et les déplacements. Il y a des périodes où tu dois remettre un peu de gaz. Donc c'est vraiment, je pense, trouver le bon programme pour te donner toutes les chances d'être performante à l'instant T. Tu parles de tout ce qui est ta programmation, là, etc. Et comme tu es dans un club pro et que tu dis que c'est ton employeur, on a beaucoup de joueurs et de joueuses de haut niveau qui ont un prépa physique perso. Et je voulais savoir si toi, tu en avais un ou si tu t'appuyais sur le prépa physique du club. Ouais, ça dépend. Je sais que mes premières années, j'ai beaucoup sollicité Sabine parce que c'était un peu moins individualisé que ce que je souhaitais. Donc j'avais sollicité Sabine, j'avais sollicité une autre saison, j'avais sollicité Teddy Tamgo, qui est entraîneur d'athlétisme maintenant. Et en fait, ça va dépendre. Moi, j'ai confiance en tous les préparateurs physiques. Après, c'est une question de feeling, de est-ce que ce qu'ils te proposent te convient. Donc moi, pour le coup, j'ai eu à faire appel des fois à des préparateurs physiques de l'extérieur parce que voilà, pour moi, c'était pas assez personnalisé. C'est vrai que je parlais de Sabine, je pense que c'est celle qui connaît le mieux mes genoux, un petit peu mon vécu. Donc finalement, quand je lui demande une séance à Sabine, même à distance, en fait, elle sait ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc c'est plus facile. C'est vrai que quand il y a un vécu, tu fais plus facilement confiance. Justement, tout à l'heure, tu évoquais le fait de te préparer à des moments forts dans ta saison. Donc, que ce soit une échéance importante avec ton club ou une compétition internationale, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais? Est-ce que tu changes un peu tes routines? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent que tu ne fais pas forcément pendant l'année? Pas forcément, j'essaie de vraiment rester constante, parce que comme je disais, finalement, moi, j'étais arrivée à un stade avec mes genoux où peu importe la longueur de l'entraînement, peu importe l'intensité de l'entraînement, il fallait que je passe par ces routines-là pour vraiment rentrer dans l'entraînement. Donc finalement, il n'y avait pas vraiment de choses que je priorisais ou autre, mais après, oui, forcément, il y a des choses qui vont changer. Comme je disais, il y a des phases où je vais être plus dans de l'entretien. L'été, je sais que à chaque fois,
quand j'ai un break, par exemple en année de championnat du monde, où on ne reprend pas la prépa, comme ça va être le cas cette année, par exemple avant le mois d'août, et ben, je me prends 6 semaines où je sais que c'est le moment dans l'année où je vais pouvoir faire de la force, du volume, des séances qui tapent un peu plus qu'en saison, quand j'enchaîne les 2 matchs par semaine et les déplacements, etc. Mais à part ces changements d'objectifs en termes de prépa physique, je suis obligé en fait d'à chaque fois, je peux pas négliger ma prépa physique. Et pour finir sur ce chapitre-là, est-ce que tu peux nous donner, on en a parlé un peu en off, quelques anecdotes de prépa physique, un bon souvenir et un mauvais souvenir? Le mauvais souvenir, ça va encore être avec moi. Bon souvenir, c'est, je dirais, je pense que c'est à chaque fois que tu fais bon souvenir, c'est à chaque fois que Sabine te complimente, parce que c'est très rare. Très, très rare. Donc à chaque fois que je reçois un compliment de Sabine, je suis contente parce que je sais qu'elle va pas le dire pour rien. Non, bon souvenir, c'est, je disais, quand tu prends 6 semaines et que tu essayes de gagner de la force, parce que en général tu fais un test biodex ou un test qui te permet de voir où tu en es musculairement au niveau de l'équilibre de tes membres inférieurs, et que 6 semaines plus tard tu retournes sur la machine et que tu as rattrapé le déficit ou que tu as gagné globalement en force, en puissance ou autre, ça fait plaisir, parce que pour moi qui n'aime pas la muscu, c'est à ce moment-là que tu sais que tu sens que tu l'as pas fait pour rien, même au niveau au-delà des tests, de tes sensations sur le terrain, quand tu sors d'une grosse phase comme ça et que sur le terrain tu te sens plus à l'aise, plus mobile, et ça fait plaisir. Tu sais, t'as pas charbonné pour rien. Et mauvais souvenir en muscu, toutes les séances de piste avec Sabine. Voilà, au moins c'est... Ouais. Je vais juste rajouter pas mal de choses, si tu me permets, Diandra. Mais pour aborder ça, je voudrais savoir, est-ce que tu peux dire, sauf si ça t'embête un peu, mais pas d'énumérer, c'est un grand mot, mais d'expliquer tes problématiques médicales, par exemple, oui, au genou, ce que tu as vécu? Ouais. Moi, ça a commencé très tôt, comme je disais tout à l'heure, à l'INSEP quand j'avais 14 ans, donc sur un drive, sur un choc, je me fais une grosse entorse du genou. Donc à ce moment-là, on décide de ne pas m'opérer, sauf que je le traîne. Et en plus, comme mon genou est fragilisé, je subis ma première opération à l'âge de 15 ans. Parce que du coup, ce même genou, il y a une fissure au ménisque qui est apparue. Donc je me fais opérer, ça c'était en France. Derrière, je vais aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Et donc 5 ans plus tard, je me pète le croisé de ce même genou, donc qui était déjà un peu pété. En tout, je crois que j'ai eu les 2 genoux, 5 opérations des 2 genoux. Donc je me fais opérer du croisé. J'ai peut-être 5 ans. 5 ans où ça va plutôt bien. 5 ans où ça va plutôt bien. Et en fait, je pense que les problèmes, ils commencent vraiment quand je me pète le 2e genou. En 2016, parce que finalement, là où je pensais avoir récupéré, quand je me pète le genou droit, mon genou gauche, il compense complètement. Et donc aujourd'hui, mon genou droit, encore une fois, c'est comme si j'avais jamais eu de problème, mais mon genou gauche, par contre, il est mort. Donc finalement, ouais, c'est vraiment là que les problèmes ont commencé à, entre guillemets, parce que tu rentres dans un cercle vicieux, dans le sens où finalement tu viens de te faire opérer là, mais c'est l'autre qui te fait mal. Donc celui qui vient de se faire opérer doit supporter plus la charge. Enfin, tu rentres vraiment dans un cercle vicieux. Du coup, j'ai eu un kyste au ménisque, un truc que les docteurs ils avaient jamais vu, de 4 cm sur 3 dans le genou. Je me souviens, on était en stage et Sabine a touché mon genou et elle me dit, là, je pense qu'il y a quelque chose qui devrait pas être là. Et du coup, je me fais retirer le kyste. Et c'est pareil, c'est des fois, je pense que même au sein, tu vois, du corps médical, ils n'ont pas tout le temps la notion du sport. Moi, je me souviens, quand on m'a retiré mon kyste, on m'avait dit, pourtant c'était un chirurgien qui opérait des sportifs, il m'avait dit, dans un mois, tu peux rejouer. Sauf que non, en fait,
puisque mon kyste était gros, c'était pas une arthroscopie, on m'a vraiment ouvert le genou. Donc finalement, j'ai repris avec précipitation parce que mon club était en play-off, fallait que je revienne pour aider l'équipe. Et j'ai repris, après la finale, j'ai fait un test, j'avais presque 50% de déficit. Et j'ai repris ça, je dis, c'est vraiment un cercle un peu... tu t'en sors pas un peu infernal parce que tu as des obligations quand tu es en club. Finalement, la blessure où on dit à mon employeur que je suis arrêté 1 mois, en fait, c'est une blessure qui nécessite vraiment 3 mois de grosse prépa derrière pour revenir et être protégé et ne pas se reblesser. Donc, j'avais beau sortir de 2 croisés, mais encore une fois, je prenais le risque en allant jouer avec 50% de déficit entre mon quadri droit et mon quadri gauche, de me répéter complètement, en fait. Et c'est des choses... avec le recul, je pense que j'aurais dû d'ailleurs même dire non. Mais quand tu es dans le... Quand tu es dedans, en fait, tu veux juste jouer et aller essayer de gagner un titre. Et surtout, ouais, je pense qu'avec du recul, clairement, j'aurais dû dire non parce que c'est pas sérieux de croiser, tu te reblesses et tu vas sur le terrain au plus haut niveau avec 50% de déficit, c'est pas sérieux. Mais encore une fois, voilà, j'aurais dû, moi, dire stop. Et en même temps, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent dans des clubs, mais je pense qu'il y a une telle ambiance qui fait que finalement, des fois, quand tu te blesses, tu te retrouves face à toi-même parce que les personnes qui te suivent, que ce soit la kiné, le prépa physique ou autre, finalement, ils n'ont pas forcément envie de dire au coach ou au club que tu ne peux pas reprendre parce que leur job à eux, c'est de te remettre sur le terrain. Et souvent, tu te retrouves face à toi-même. Donc moi, ouais, on parlait des choses que peut-être je regrette, c'est qu'à un moment donné, à ce moment-là, je pense que j'aurais dû dire stop et me concentrer sur mon genou. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont opposés en disant bah, là, il faut que tu arrêtes, on te déconseille de continuer la pratique, ou non, tu as toujours été seul dans tes choix? Tu veux dire par rapport aux blessures? Par rapport aux blessures. Par exemple, tu dis, peut-être à un moment donné, j'aurais dû dire stop. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu des médecins ou des prépas ou des kinés qui t'ont dit bah là, franchement, on viendra, il faut qu'on dise stop et il faut qu'on aille voir le staff technique et dire pas possible? Ou non, on t'a toujours poussé et entraîné? Vous allez dire, je parle beaucoup de Sabine, mais... Mais en fait, ta question me fait penser à une situation... je parlais de quand je me suis pété les croisés en 2016. En fait, on part tous... en plus, la coach de l'équipe de France, c'était ma coach en club. Donc en fait, on part dans une optique où je me blesse, je crois, le 30 décembre. Les Jeux Olympiques ont lieu début août. Et on part dans une optique où je vais tout faire pour revenir. Et finalement, il y en a une personne qui me dit assez tôt... en fait, mets-toi dans la tête que tu les feras pas parce que ce serait un exploit si tu le fais en fait. Donc, et puis moi, je n'écoutais pas parce que je voulais juste participer aux Jeux Olympiques. Donc pour moi, j'avais 6 mois où il fallait que je sois prête un peu avant. Et plus la date avançait, plus j'ai recommencé à travailler avec Sabine pour ma réathlétisation et tout. Donc elle voyait où j'en étais. Et en fait, un jour... elle m'a prise à la salle de... Je pense que moi, c'est mon pire souvenir de ma carrière, ce jour-là, Diandra. Elle m'a prise dans la salle de musculation, en fait. On sortait d'une bonne semaine de travail et en fait, elle m'a mis face à la réalité. Là où moi, finalement, j'étais un peu aveuglée par l'objectif. Et je pense qu'aussi, on m'avait mis dans la tête, en fait, c'est le seul membre du staff qui m'avait dit, en fait, ce que tu veux faire là, c'est impossible. Et si tu le fais, ce sera un exploit, en fait. Et donc ce jour, et ça mettra peut-être en péril la suite de ta la carrière. suite de ta carrière. Et donc ce jour-là, j'en ai même pleuré. Elle me dit clairement que pour elle, c'est pas possible. En fait, le fait qu'elle me dise ça, par rapport à toute son expérience, tout ce qu'elle a vu, puisqu'elle en a fait revenir des joueuses, des grandes joueuses d'ailleurs, de ligaments croisés. Je pense à Anne Waters, à Jacobson. Et le fait que ça vienne d'elle, en fait, ça pouvait pas être plus... Il pouvait pas y avoir une personne qui connaissait plus cette situation qu'elle. Et le fait que ça vienne d'elle, ça m'a fait
mal sur le coup, mais j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que je pense que si ça... je pense que c'était mieux de prendre la claque à ce moment-là que de la prendre à quelques jours avant. Au pied de l'avion. Voilà. Donc ouais, il y a une personne qui m'a déjà dit de stopper. Non, et moi je veux juste rajouter, donc c'est pour ça que j'ai demandé que tu parles de tes blessures. Moi je voulais revenir sur cette qualité qu'elle a d'être aujourd'hui d'une grande autonomie, d'une grande clairvoyance par rapport à tout ce qu'elle a vécu. C'est aussi les blessures. Moi je m'en rends compte aussi au pôle INSEP, les gamins qui se blessent et qui ont des longues blessures, c'est les gamins qui, Julien tu le sais, c'est des gamins qui prennent énormément d'autonomie et qui apprennent l'importance de la préparation physique individuelle, ou en tout cas de se préserver ou de travailler, ou je ne sais pas comment je dois le dire, mais que l'importance du corps dans notre activité, le basket, les autres n'ont pas toujours conscience. C'est quand tu es privé des terrains que tu sais à quel point c'est important de préserver tes genoux, de préserver ton dos, de préserver ci ou de préserver ça. Et je pense que les gamins qui se blessent très tôt, c'est des gamins qui prennent une maturité extraordinaire. Et donc je vais aussi rajouter, Diandra a eu, et je te remercie de la confiance d'ailleurs que tu m'as donnée pendant ces longues années, parce qu'on s'est suivis pendant très longtemps, mais elle a toujours eu cette réflexion dans les périodes de vacances, dans les périodes où justement les joueurs sont un peu off et abandonnés, ou abandonnés, ou mis à... Où elle m'a toujours appelé, et je me souviens quand tu voulais faire, tu te souviens avec l'entraîneur de shoot, Ouais. alors elle était partie dans un projet, là, il fallait faire du shoot 6 heures par jour et tout. Moi j'ai dit putain, avec les genoux et tout, tu te souviens? Mais on avait toujours, elle était très honnête et elle venait toujours chercher ce conseil pour la programmation, parce qu'elle savait que voilà, elle voulait mettre ça en place. Moi je voulais pas lui enlever aussi le truc, moi je devais juste le rendre la chose possible par rapport à ses ambitions et par rapport surtout à son corps. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire, donc on l'a fait, hein, le shoot, mais on a dû revoir un peu les trucs, on a beaucoup discuté avec l'entraîneur. Et moi, je voudrais aussi mettre en avant ton courage, parce que ça n'a pas été facile, les gens ils ne se rendent pas compte ce que ça demande, c'est-à-dire que moi aussi, pour les équipes de France, j'ai énormément mis la pression, c'est-à-dire que grâce à des gens comme elle, on a à chaque fois anticipé les préparations d'équipe de France, c'est-à-dire qu'on a créé les bilans médicaux en amont, c'est-à-dire qu'on a arrêté de prendre les bilans médicaux le jour du premier stage, parce que des gens comme elle, et elle n'est pas la seule, hein, ils arrivaient parfois dans des états qui n'étaient pas possibles, et on était emmerdés, que ce soit pour elle ou pour nous, au niveau de la gestion des organismes. Et donc, c'est comme ça qu'on a instauré les bilans, tu le sais, au mois de mai, quand on devait reprendre au mois de juin, au mois de juillet. Et Diandra, à chaque fois, la pauvre, elle était cataloguée dans « il faut que tu te prépares ». Et donc, elle s'est coltinée des stages ici à l'INSEP en réathlétisation. Et pour essayer à chaque fois de remettre à niveau, comme tu as dit, l'équilibre, le travail de renforcement qui était nécessaire pour ses genoux et pour supporter des campagnes. Et c'était pas facile. Et c'est aussi pour ça que je remets le truc, elle l'a souligné, quand vous êtes en club et que vous avez 2 matchs par semaine, il est pratiquement impossible de travailler. C'est-à-dire que vous faites que de la récup, que de la je sais même pas si le mot prévention il peut convenir, parce qu'à chaque fois on se retrouve en fin de saison, quand on bilante, on a des déficits qui sont hyper importants. Je pense que tu es d'accord. Ouais. Et à chaque fois, toi, pendant que les autres étaient au bord de la plage, toi, tu t'es coltiné des stages, soit avec moi, soit avec l'AREA, soit de ton côté. Et c'est une implication pour les gens comme elle qui sont... on ne réalise pas, en fait. Et je le dis aussi pour l'INSEP, mais je pense que parfois, les gens comme elle, qui sont blessés autant, qui sont pris dans la blessure, dans l'engrenage des problématiques chroniques, c'est des gens qui sont bien plus méritants que ceux que les autres, quoi. C'est mon avis. Donc, bravo à toi, Diandra, parce que tu as été vraiment courageuse dans toute ta carrière. Autre point que je voudrais juste rajouter, tu t'es préparé vraiment très très bien l'année dernière, puisque c'est la première fois, mis à part à tes 15 ans, que tu as redoublé, puisque tu as fait un championnat d'Europe et Jeux Olympiques. J'avoue que j'étais assez inquiète pour toi, c'est pour ça que je t'ai mis un petit coup de pression au mois de janvier de l'année d'avant. Est-ce que tu crois aujourd'hui que ce qui s'est passé après en club, c'est directement lié, c'est-à-dire que parce que ça reste une surcharge de ton été, ça a impacté la suite au club? Je pense que ça a joué parce que en
fait, l'été dernier, c'était, je pense, la campagne. On a fait 2 compétitions. Bon, c'était la première fois en senior, à cause du Covid et tout ça. Et moi, à titre personnel, c'était l'été où j'ai le moins joué, où j'ai passé le moins de temps sur le terrain. Et malgré ça, pourtant on était quand même dans de la gestion, hein, vu qu'il y a 2 compétitions. Malgré ça, en fait, mon genou continuait de s'abîmer. Ça veut dire qu'avant d'aller au JO, j'ai dû passer une IRM. Et c'est là qu'on a vu, en fait, je disais à Sabine, je sais pas pourquoi j'ai mal au genou, alors que je suis pas fatiguée ou autre, mais j'ai mal au genou. Et on a passé une IRM et on voyait que mon kyste, donc on m'a retiré il y a presque 5 ans maintenant, il était en train de repousser. Donc finalement, je pense que c'est forcément lié, la charge de cet été. Et surtout, moi, ça m'a permis de voir que, en fait, il faut savoir dire stop, parce que ça c'est un peu plus personnel, mais il y a une vie après le basket. Et à un moment donné, l'été dernier, où je disais j'ai moins été utilisé, et malgré tout, l'usure de mon genou elle continue à évoluer. Et ben, ça a permis de me rendre compte que voilà, il était temps peut-être de dire stop et penser à l'après. Et voilà, ne pas laisser mes genoux décider aussi pour la suite de ma vie. Donc de faire des choix. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque je vais officiellement arrêter là à la fin du mois prochain. Mais clairement, ça a joué. Ouais, ouais. Super, je voulais juste, maintenant qu'on aborde un peu cette expérience que tu as eue à l'étranger, notamment aux États-Unis, et que tu nous parles un peu de la différence de méthode de travail que tu as pu rencontrer là-bas par rapport à ce que tu avais connu au pôle et ici au pôle France. Pour toi, c'est quoi la grosse différence avec le travail physique que tu as fait aux États-Unis? Bah, moi, du coup, c'est au niveau universitaire. Donc, la grosse différence pour moi, c'est que vraiment, c'est l'éthique de travail. Ça veut dire que je pense que maintenant, quand je joue avec des joueuses américaines, elles ont conscience que voilà, le repos, ça fait partie de l'entraînement aussi. Mais quand j'étais à l'université, le mot repos, ça n'existait pas en fait. C'est-à-dire qu'il y avait muscu 4 fois par semaine, à 7 heures du matin, avant d'aller en cours. C'était vraiment... je me suis habituée, mais en plus, le pire, c'est que c'était pas des séances de muscu où tu vas en muscu vite fait et 45 minutes plus tard, tu sors et t'as pas transpiré. C'était vraiment des grosses séances de muscu. C'était pas forcément individualisé au niveau de chacune des joueuses, mais par contre, c'était très basket. Ça veut dire que bon, ils sont loin au niveau technologie. Donc, ça veut dire que le tirage, par exemple, on faisait des tirages où c'était un ballon qui était accroché à la poulie. Ils avaient réussi à accrocher un ballon et le tirage, c'était vraiment des mouvements sur le terrain. Donc, tout était vraiment associé au basket. C'est la seule fois de ma vie où je devais faire des tractions. Genre, jamais je fais de traction. Moi, je t'en ai pas fait faire. T'as pas jugé ça. Non, moi, j'ai préféré te mettre dans la piscine. Ouais. Ça aussi, c'est un truc. Sabine, je raconterai plus tard. Mais elle s'est amusée pendant une réathlée. En plus, c'est pas ton pire souvenir, celui-là. Bon, vu que je nage pas trop bien, elle m'a fait nager avec un pool boy et elle s'est amusée à partir 100 mètres après moi et à me battre quand même. Donc, elle était contente. Et donc, pour revenir sur les États-Unis, c'était vraiment tout était vraiment basket. Les échauffements ils duraient 30-40 minutes. C'était vraiment différent. Après, je pense que je sais pas, parce que quand on les voit, c'est vrai que tu te dirais c'est efficace, parce que quand on regarde l'équipe américaine, à 100%, elles sont toutes passées par là, l'université. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait qu'elles sont au-dessus physiquement. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait autant de... En fait, eux, ils s'en foutaient que tu sois en saison ou pas en saison. En muscu, t'allais en muscu, c'était pour te tuer, quoi. Et en plus de ça, ils considéraient pas que c'était de la muscu, son échauffement. Alors que franchement, moi, je transpirais à la fin de l'échauffement à chaque fois. Donc, non, on passait quasiment autant de temps... Enfin, peut-être pas parce que les entraînements de basket étaient très longs, mais on passait énormément de temps en muscu aux États-Unis. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que vraiment tout était pensé basket. J'ai pris l'exemple du tirage.
Mais il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner. C'est vraiment tout était quand on travaillait en explosivité, en pliométrie, c'était sur du double pas. Tout était vraiment pensé basket. C'est quoi, par exemple, la semaine type à l'université? Tu peux nous raconter ce que c'est Ouais. par rapport, par exemple, au pôle? Je me permets. Ouais. L'université, c'était après le pôle ici, hein, je pense. T'as fait Oui. combien? 2 ans, 3 ans ici? Ici, au pôle 2 ans. 2 ans. 4 ans à l'INSEP et à Univers. Oui, 4 ans à l'INSEP et d'accord. Ouais. C'est quoi la vie ici à l'INSEP? À ton époque, c'était quoi ici? À l'INSEP, c'était cool. C'était cours le matin de 8h à 11h et quelques. Non, je sais plus. Mais on avait entraînement en tout cas en fin de matinée. Derrière, on allait manger. On avait cours encore de 14h à peu près à 16h, 16h30, entraînement jusqu'à 18h. Les séances de muscu, c'était plus en matinée 2 fois par semaine. Et du coup, ouais, 2 entraînements par jour. Derrière, repas et études du soir de 20h30 à 22h. On avait match le week-end seulement. D'accord. Et les matchs à l'époque, c'était en club ou c'était déjà sous l'effigie INSEP? Ouais, c'était déjà avec INSEP. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'était ça, donc je suis passé de ça à entraînement tous les... Ouais, entraînement tous les matins, parce que c'est par phase, parce qu'il y a la préparation. Donc on a entraînement le matin à 5-6 heures, parce qu'on doit rentrer et la muscu et le basket. Après on doit aller en cours. Ça dure à peu près 2 mois, de août à octobre. Et en novembre seulement, la saison commence en université. Donc là, c'est un peu plus relax au niveau basket, mais en muscu, tu continues de charbonner. Et la saison, elle est très courte. Elle est de novembre à mars pour les meilleures équipes. Et derrière, quand tu passes en off-season, en mars-avril, bah, tu repars sur le cycle entraînement à 6 heures et compagnie pendant à peu près 2 mois. Et ah oui, et un truc qui m'a marqué aussi aux États-Unis, c'est qu'on a un test. C'est pas les tests des bip. Nous, c'était le 24. Donc en fait, on devait faire 2 allers-retours en 24 secondes, mais je sais plus combien. Je crois qu'on devait en faire, 24 en fait. Et il y avait, je sais plus combien de temps de repos il y avait entre chaque aller-retour. Et en fait, tant que tu n'avais pas fait ça, tous les lundis, tu revenais à 6h du matin. Et donc du coup, moi, je crois que j'ai fait toute la prépa. Je suis venue tous les lundis. Et Ah, mais ça vient de là, alors, ton gros niveau aérobie, alors, je pense. Ça m'a marqué. Et du coup, ouais, ça m'a marqué ça, parce que tous les ans, c'était ça en plus. Bon, une fois, c'était les 24 secondes, une autre fois, je sais plus ce que c'était, mais il y avait des trucs comme ça, et tant que tu n'avais pas fait... Ouais, moi, j'ai des souvenirs avec Diana Taurasi qui me racontait, et Sue Bird, qui expliquait que eux, leur test aérobie, c'était le miles, et qu'il y avait des temps définis en fonction des postes de jeu. Donc, je sais pas, une meneuse devait faire 5,30 par exemple. Tant que c'était pas acquis, tu n'avais pas le chart pour les jouer. Donc, tu venais tous les matins et tu devais faire et tu ne pouvais pas faire les matchs tant que tu ne descendais pas sous le temps qui était indiqué pour les postes de jeu. Et moi, je me souviens, Diana, en rigolant, disait toujours, moi, de toute façon, je me démerdais pour le premier jour, je le faisais parce que je voulais pas y retourner. Ouais. Et donc, je vois que toutes les universités, à leur manière, faisaient la même chose, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc, c'est toujours les meneuses qui finissaient au bout de la 2e ou 3e journée, et puis les plus grandes ont passé un peu plus de temps. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que justement, on a beaucoup parlé de musculation. J'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais je voulais que tu parles un peu du travail aérobie. Là, tu en as parlé un petit peu. Aux États-Unis, c'était dur, visiblement. Est-ce qu'après, le travail aérobie, c'est quelque chose qui a aussi fait partie de tes préparations, de ta prépa physique? Bon, avec Sabine, je sais. Mais comment, toi, tu as abordé ce travail d'aérobie? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas, à tes yeux? Ouais, franchement, même si je déteste, c'est hyper important. Des fois, même moi, je l'ai appris plus tard avec Sabine, mais je voyais l'aérobie, la PMA et tout ça. Pour moi, c'était que pendant les prépas où on se préparait à un truc qui avait lieu dans 6 semaines. Et en fait, on en a casé des fois à distance après des séances d'entraînement, parce que finalement, en fonction du temps de jeu, tu vas faire un petit bloc, soit après le match, soit le lendemain du match. Et finalement, moi, je sais que j'aimais pas du tout, mais quand tu le fais,
en fait, t'es plus sur le terrain, tu es beaucoup plus. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aimais bien aller au rebond. Quand tu n'as pas ton cardio, tu vas moins au rebond. Et le fait de mettre des petites piqûres de rappel pendant la saison, parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas fait que pour les prépas, tu peux en remplacer pendant le fait de mettre des petites piqûres de rappel, et je sais que je sentais la différence sur le terrain, même si ça m'a pas fait aimer l'aérobie. Je pense que personne n'aime ça, mais Je sais pas, il y en a qui aiment bien, je crois. Ouais, ils sont barges. ouais, ils sont un peu tarés, ceux qui aiment bien. Mais, et du coup, par rapport à la musculation aux États-Unis, tu l'as expliqué, tu as vécu des choses très spécifiques basket, mais peut-être que tu as aussi vécu d'autres méthodes d'entraînement, je sais pas, peut-être de l'haltéro ou des choses que tu n'avais pas forcément fait en France. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait là-bas? Je pense que la vraie différence, comme je disais, c'est que tout était vraiment axé basket. La salle de muscu, notre salle, elle était qu'à nous, donc elle était enfin nous et les garçons, donc elle était vraiment accessoirisée basket. Après, la différence, c'était que ouais, là-bas, j'ai l'impression, peu importe le cycle de travail dans lequel on était, l'objectif c'était de charger, quoi. Il n'y avait pas de ouais, tu mets tant de kilos pour tant de répètes. C'était vraiment à chaque fois, même dans la séance, il fallait charger, 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 peu importe ce qu'on travaillait. Au final, je ne sais pas trop ce qu'on travaillait, mais je sais qu'il fallait à chaque fois, fallait à chaque fois charger. Mais après, ça a ses limites, parce qu'au basket, ça va. Mais par exemple, quand je voyais s'entraîner les footballeurs américains, d'ailleurs, je pense qu'il y a des lois qui ont dû passer parce qu'ils les entraînaient à un point au niveau de la préparation physique qu'il y a des joueurs qui sont morts, en fait. Parce que... je sais que moi, à l'université où j'étais à Maryland, il y a un joueur qui est décédé 1 heure après la séance et sa famille est en procès parce qu'il pense que vraiment, il faisait un test et le joueur a prévenu qu'il n'en pouvait plus là. Et on l'a forcé à finir et quelques minutes plus tard, 1 heure plus tard, il est tombé et sa famille, ils sont en procès avec l'école parce que moi-même sans cette histoire, quand j'y étais, je les voyais des fois faire des trucs et je me disais, mais ils ont pas de limite. Et puis, vu que je suis pas fan de la prépa physique, je me disais, bon, peut-être que c'est normal. Mais en fait, non, tu te rends compte que c'est vraiment un sujet là-bas au niveau du football américain. Ils ont une telle culture de la préparation physique que des fois, pour des sports comme le football, où clairement la force a son importance, et ils se fixent pas de limite. Et du coup, au basket, c'était pas la même chose. Mais ce côté-là où il faut tout le temps charger, peu importe ce que tu veux travailler, tout le temps charger, tout le temps plus, j'ai pas retrouvé ça ailleurs. C'était peut-être plus précis, je dirais. Ici, tu sais que quand tu vas travailler le volume, tu vas faire plus de répétitions, mais tu vas un peu moins charger. Tu sais que tu vas faire peu de répétitions sur la force, mais tu vas vraiment aller au bout de ton poids maximal. Là-bas, c'était tout le temps chargé. Et à cette époque-là, est-ce que justement tu as observé une modification de ton poids, par exemple, parce que tu avais pris vraiment plus de muscles que quand tu étais ici? Et est-ce que ça a eu des incidences négatives ou peut-être positives aussi hein, sur ta façon de jouer? Je pense que l'époque où j'ai été le plus in shape, on va dire, c'était ma 2e année, je crois, aux États-Unis. Je faisais ce qu'on me disait, hein, je faisais 400 de grosses muscu par semaine et du coup, ouais, mon corps, j'étais hyper dessiné, hyper sèche. Malgré moi, hein, c'était même pas un objectif, mais la charge de travail qu'on nous imposait amenait des transformations. Après, sur le terrain, je me souviens pas que j'avais senti une grosse différence en termes basket. Mais par contre, j'étais hyper affûté. Ouais. Et pour poursuivre un peu, donc on a parlé beaucoup de choses qui différencient les États-Unis de la France. Donc on a compris c'est plus intense, c'est plus dur. Est-ce que pour toi, ça fait vraiment l'écart entre eux et nous, j'ai envie de dire? Est-ce que tu penses qu'ils s'entraînent plus dur et qu'ici, on a tendance à avoir un entraînement un peu plus soft? Ouais, je pense que la différence entre les États-Unis et la France, parce que je trouve que physiquement, quand on regarde les matchs, si vous regardez les matchs, la différence elle est plus si importante que ça en fait. Je pense que par contre, d'un point de vue basket, clairement,
c'est pas les mêmes méthodes de travail. Elle passe. Alors, je sais pas trop ce qu'il en est pour les professionnels qui ont un certain âge et tout ça, mais en université, comment on s'entraîne en université et comment on s'entraînait à l'INSEP, d'un point de vue basket, ça avait rien à voir en termes de charge de travail. On s'entraînait 3 heures par jour là-bas. Je m'en souviens, on faisait du midi 15 heures. On s'entraînait Que en basket, là. Tu avais 3 heures de basket. Ouais, que en basket. Qu'en basket, on s'entraînait tous les jours contre des garçons. D'ailleurs, je sais que les équipes WNBA s'entraînent contre des garçons Je veux aussi. dire, ça c'est gardé. Hein, les WNBA Ouais. aujourd'hui s'entraînent toutes avec Ouais. un staff de garçons. C'est ça. Donc c'était vraiment différent. Et ça change, s'entraîner toute une saison face à des personnes qui vont plus Qui vont plus vite, qui sont vont plus ouais, qui forts. sautent plus haut et tout ça. Et moi, je m'en souviens, ma coach, des fois, elle nous envoyait sur la ligne pour faire un suicide parce qu'on perdait la bataille du rebond. Et à chaque fois, je disais, mais c'est des garçons. Mais vraiment, l'objectif, c'était d'empêcher les mecs de prendre des rebonds. Et en fin de compte, des fois, ça nous arrivait de les empêcher. Donc finalement, quand tu te prépares comme ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Je pense que l'approche mentale aussi, elle est différente. Les Américains, de par la culture, de par l'histoire du pays, ont beaucoup plus confiance en eux. Très, très jeunes, on leur explique que c'est les plus beaux et les plus forts. Donc il y a tout ça qui fait que c'est aussi des choses en plus par rapport à peut-être à d'autres nations, à d'autres cultures. Mais si on parle de prépa physique pure, moi je trouve, parce que tu en penses Sabine, mais que l'écart entre les États-Unis et le reste du monde, c'est un peu plus resserré quand même. Ouais, clairement, c'est comme déjà parce que on a aussi pas mal de Français qui vont aussi là-bas, enfin même des Européens. Donc je pense que tout le monde commence à parler le même langage. On a évolué au niveau de la prépa physique, comme tu disais, de la muscu. Alors je sais pas aujourd'hui s'ils sont toujours à 4 séances de muscu. Je pense qu'on n'est pas loin parce qu'on avait eu des échos de nos gamins qui partaient en université. Je pense à Joël Ayayi, quand il était redshirt, il faisait 5 séances de muscu par semaine et on lui avait dit que tant qu'il prenait pas plus de kilos, il n'irait pas sur les terrains. Donc ils sont toujours là-dedans, c'est-à-dire prioriser des prérequis physiques avant de mettre les gamins sur le terrain. Ça, c'est évident, j'ai l'impression. Parce que de toute façon, comme il y a du monde pour jouer, ils s'en branlent. Si t'es pas sur le terrain, il y en aura un autre. Et je te dis, aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, avec toutes nos connaissances, c'est vrai qu'on s'est tous ouverts aux différentes méthodes de préparation physique. Donc, mais je pense qu'eux, ils sont peut-être encore je me demande dans quelle mesure ils sont pas encore même un petit cran au-dessus. Je me demande. Je me pose la question. Là, pour le coup, j'ai pas assez d'expérience moi, sur les États-Unis. J'ai une petite question avant que tu poursuives, Julien. Tu parlais juste avant de 4 séances de muscu, que tu t'es senti in shape, mais que ça n'a pas forcément changé tes performances sur le terrain. Est-ce qu'au contraire, tu t'es senti peut-être plus fatigué, ou est-ce que tu as ressenti plus de courbatures du fait qu'il y avait plus d'entraînement plus régulièrement? Enfin, qu'est-ce que ça a changé en fait même si tu t'es senti en forme, qu'est-ce que ça a changé vraiment physiquement en fait? Je pense que c'était plus. J'ai pas vu de différence particulière sur le terrain, dans le basket ou quoi, mais je pense que c'était plus mentalement, de savoir que tu es en forme, que moi j'avais l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie, que ce soit en termes de muscu, en termes de cardio. Je pense que c'est cette sensation-là qui fait du bien à l'esprit et qui du coup, te donne confiance, te libère. Mais après, j'avais pas l'impression de sauter plus haut ou de courir plus vite. Et du coup, physiquement, ça s'est pas forcément traduit, comme tu viens de dire, par une augmentation de tes performances de saut ou de course. Mais est-ce que, par exemple, dans tes statistiques, ça s'est transmis, tu as eu un transfert de ce que tu as fait en préparation physique sur vraiment de la performance basket? Peut-être défensivement, tu vois, peut-être que j'étais un peu plus mobile sur mes appuis défensivement. En termes de stats purs, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Mais en termes peut-être de déplacement sur le terrain, moi je le sentais pas personnellement, mais après peut-être que c'était le cas. Par contre, ce que tu disais là, là-bas, ce qui était fou, c'est que le matin, dans les périodes de saison terminées, le matin, je m'entraînais avec le coach, on faisait du spécifique basket. Et en fait, ce que je travaillais avec le coach, que je faisais pas habituellement, j'arrivais à le retranscrire sur le terrain l'après-midi quand je jouais dans le 5-5 avec mes coéquipières. Et ça, c'est la seule fois où ça me faisait ça, en fait. Mais c'était plus d'un point de vue basket que prépa physique.
Après, moi, je vais mettre juste un truc à ce que tu viens de dire. Parce que, pour le coup, je les connais aussi un petit peu, les ricains. Diandra, elle est en train de se comparer à un référentiel qui n'est pas celui de la France. C'est-à-dire qu'elle se compare à une équipe de tarés. Parce que les ricaines, c'est les tarés en université. Non, mais elles jouent leur vie. Parce que, je vous rappelle juste un truc, c'est que l'indifférence de notre système, c'est que si tu ne sors pas de l'université pour être pro, tu ne fais rien. Il n'y aura pas de National 2, ni National 3, ni de Ligue 2. Il n'y a pas ça. C'est tu réussis ou au revoir. Tu iras jouer sur les playgrounds avec tes copines. Donc, pour moi, je pense, hein, mais c'est la guerre thermonucléaire, je pense. Clairement, ouais. Et donc, quand elle vous dit qu'elle saute moins haut et tout ça, moi, pour les avoir vues, les ricaines, elles sautent tous 2 fois plus haut que nous. Donc, moi, j'ai envie de te dire que tu as sûrement progressé parce que si tu sautais pareil qu'elle, tu vois, en jouant là-bas, je pense que. Parce que moi, j'avais presque envie de te poser plutôt la question, c'est est-ce que tu as l'impression, en rentrant en France, que tu avais des qualités physiques qui ont été différentes, par exemple? Tu vois, est-ce que tu as l'impression qu'en arrivant en France, oh putain, c'était facile de jouer, par exemple? Ou je sais pas, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'on me disait que je suis athlétique, alors on m'avait jamais dit forcément que j'étais athlétique quand on me faisait des compliments sur mon jeu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me disait. Et pourtant, j'avais beau revenir d'un croisé quand je revenais des États-Unis. Mais quand je suis revenu sur le terrain, c'est vrai que par rapport aux joueuses de mon équipe au même poste, c'est vrai que j'étais plus athlétique. Il y a une question claire Oui. Vas-y. Ta prise en charge au niveau de ta blessure, quand tu t'es blessé aux États-Unis, tu as vu une différence en prise en charge de blessure en France et aux États-Unis? Ouais, complètement. J'ai envie de dire, aux États-Unis, bon, après, c'est peut-être que je suis mal tombée, mais par rapport à la France, c'était catastrophique, hein. Dans le sens où, déjà, c'est super cher, même si j'étais assurée et tout, c'est super cher, les soins et autres. Donc finalement, même si c'est pas moi qui paye, il faut en sorte que tu passes le moins de temps possible à l'hôpital. Donc je me suis fait opérer, je crois, un matin à 9h. À midi, j'étais chez moi, quoi, dans ma famille d'accueil. Et j'ai passé tout le week-end en plus, la pire erreur, parce qu'aujourd'hui c'est encore un problème, tout le week-end avec un coussin sous le genou. Alors que finalement, quand tu te fais opérer, il faut garder le genou à plat parce que derrière, quand c'est frais, il prend la forme que tu veux. C'est ça. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai un flexum à cause de ça. Alors que mon croisé droit que je me suis pété en France, bon, je savais du coup qu'il fallait pas le faire, mais surtout j'étais tout de suite à l'hôpital. Enfin, tout le monde veillait à ce que je fasse pas ça en fait. Et là-bas, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment galéré. Enfin, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais ça date de 2011. Les techniques étaient, du coup, vu que j'avais le flexum, ce qu'on faisait, c'est qu'on on mettait sur une table, sur le ventre, et avec les jambes dans le vide, et avec un poids sur les chevilles pour que ma jambe se tende. Et je me souviens quand j'étais arrivée en France et que je leur ai raconté ça, ils m'ont dit mais ils sont tarés, quoi. Et en fait, j'ai vraiment souffert des premiers jours de rééducation là-bas, alors que pour moi, les croisés, tout le monde se fait les croisés, c'est devenu quelque chose de bénin. Mais non, j'ai vraiment la prise en charge n'était pas du tout la même. Et en fait, les kinés là-bas, c'est pas vraiment comme ici. Donc finalement, eux, ils sont bons dans tout ce qui est réathlétisation et tout, mais dans tout ce qui est soins du début et tout, Ils sont physio. Ouais. Donc les premiers, j'ai fait 1 mois de rééducation là-bas. Après, je suis rentrée en France, donc ce mois-là a été difficile. Et quand je me suis pété la deuxième fois, c'était facile. Alors moi, je pars sur un autre aspect. Je reviens sur ton discours sur le fait de cet état d'esprit où c'est marche ou crève, en gros. You're the best or goodbye. Et je me posais la question, est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a un petit peu transformé dans l'état d'esprit, dans l'investissement que tu as mis? Et je me demandais, est-ce que là-bas, pendant tes années universitaires, est-ce qu'il y a un accompagnement avec un prépa mental ou des choses comme ça qui sont mises en place, ou est-ce que c'est vraiment good luck, quoi? C'est vrai que ça a vraiment changé parce que c'était il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de santé mentale, mental health, et là-bas, ils sont à fond dedans maintenant. Mais moi, quand j'y étais il y a 10 ans, ça n'existait pas en fait, hein. Ça n'existait pas. Et puis souvent, quand tu es sportif, tu travailles avec un prépa mental pour gagner de l'assurance, trouver des
des clés qui vont te permettre d'être fort mentalement. Alors que là-bas, t'as pas trop besoin de leur donner confiance, ils ont déjà confiance. Donc on n'avait pas de... Bon, après, ça cache certaines faiblesses, hein. Mais à l'époque, on n'avait pas de préparateur mental, alors que là-bas, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet beaucoup plus mis en lumière, la santé mentale là-bas, et sûrement qu'elles doivent travailler avec des préparateurs. Mais ouais, non, à l'époque, je t'avais posé une autre question avant. Oui, c'était savoir si toi, enfin, si la mentalité en fait ricaine ou c'est j'y vais, c'est moi qui passe et c'est pas toi. Est-ce que toi, ça t'a pas aussi un petit peu transformé dans ta manière de t'impliquer dans ta pratique, que ce soit sur la muscu ou sur le terrain? C'est peut-être ça aussi que tu as gagné quand on dit que tu es plus athlétique. Ça se trouve peut-être en fait quand tu es arrivé en France, tu étais plus combative et donc tu en imposais plus et que c'était peut-être pas l'aspect physique qui avait pris le dessus, mais peut-être plutôt l'aspect combatif, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que quand tu arrives aux États-Unis et que tu n'es pas américaine, clairement, tu dois redoubler d'efforts parce qu'on parle de basket et pour eux, le basket, c'est les États-Unis et rien d'autre. Donc finalement, quand tu arrives de France, ils se disent elle sait pas jouer. Enfin, ça peut pas être comme nous, quoi. Donc tu dois redoubler d'efforts. Moi, je l'ai senti dès le départ quand je suis arrivée. J'avais l'impression d'être comme dans les films où tu vois la concurrence et tout. Je me souviens, il y avait une fille de mon équipe. D'ailleurs, on est amis aujourd'hui, hein, mais elle joue pour les Washington Mystics et Tiana Hawkins, elle s'appelle. Et on est arrivé, elle m'a demandé mon poste de jeu. On ne s'était pas encore entraîné et je pense que ça devait être le même que le sien. Du coup, à partir de ce moment-là, elle me parlait plus. Alors qu'avant ça, elle me montrait où était le self, elle m'aidait par rapport à la langue et tout. À partir du moment où elle m'a demandé ma position et que je lui ai dit et c'était la même qu'elle, fin du game. Et donc j'ai bien vu ça. Après, c'est vrai que c'est vraiment aux antipodes de qui je suis. Des fois même, on m'a reproché de ne pas avoir ce côté, plus méchant. Mais voilà, je suis comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est aux antipodes, mais je savais en étant là-bas que si je voulais exister, fallait que je réponde en fait. Donc ça a été plus une réponse que une action de ma part, mais c'est vrai que quand tu arrives là-bas en tant qu'étranger, je pense que tu dois vraiment être solide mentalement et prêt à reprouver, parce que moi je suis arrivé là-bas à 18 ans, entre guillemets en France on parlait beaucoup de moi, mais je suis arrivé là-bas, j'étais personne. Donc tu dois ça aussi, c'est aussi ce qui m'a fait aller là-bas, parce que j'avais envie de prouver chez les Américains. Pour rester sur ça, justement, Diandra, tu sais qu'aujourd'hui, ça reste le rêve américain pour pas mal de jeunes basketteurs ou de basketteuses. Même les garçons, c'est un peu différent. Donc, on va rester chez les filles. Parce que vraiment, je pense que on peut pas. Enfin, tu es d'accord, le cursus est différent entre les garçons et les filles. Si aujourd'hui, tu avais des conseils à donner, est-ce que tu conseilles justement à ces jeunes de partir aux États-Unis? Est-ce que, avec du recul, tu penses que c'est peut-être pas la meilleure solution? Enfin, quel est ton avis sur ça? Moi, je pense que ça dépend vraiment des individus et de leurs projets. C'est vrai que moi, même si je voulais devenir basketteuse pro, je regretterais jamais d'y être allée, parce que ça t'apporte quelque chose d'un point de vue humain, ouverture d'esprit à 18 ans. Différent, quoi. Ouais, je pense que c'est la seule chose qui peut t'amener ça en fait à 18 ans, quand tu pars comme ça à l'autre du monde, t'es toute seule et tout. Je pense que ça a vraiment un impact sur ta vie ensuite. Moi, ça a été le cas en tout cas. Après, c'est vrai qu'il faut se dire, faut bien réfléchir, parce que personnellement, j'ai fait que 2 ans, mais c'est censé être une aventure de 4 ans. Et finalement, quand tu sors de là, tu as 22 ans. Et par exemple, pour une Française qui y va, pendant que toi, tu es là-bas, et moi, c'est ce qui a fait que je suis revenue aussi, hein, pendant que tu es là-bas, que certes, tu brilles là-bas et tout, mais finalement, tu vas sortir à 22 ans. 22 ans, pour d'autres, c'est déjà 4-5 ans d'années pro et de l'expérience en tant que professionnel. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien réfléchir, parce que quand je vois les Américaines avec qui je joue, finalement, je me rends compte que leur carrière, elle est vraiment pas longue, en fait. Elle est pas longue parce qu'elles sortent de l'université à 22 ans. En général, elles signent leur premier contrat pro dans la foulée. Et puis derrière, en très peu de temps, tu es déjà à la fin de ta carrière. Donc je pense que c'est quelque chose à vraiment... il
faut vraiment réfléchir en fonction de ce que tu veux faire. Comme conseil, même si j'ai pas vraiment la prétention d'en donner, je pense que si tu as le niveau que tu es prête à jouer, eh ben, c'est peut-être mieux, si tu penses que basket, d'aller te confronter Tout de suite au monde pro, au c'est-à-dire monde prendre professionnel. un club prendre un club de, on va pas parler par exemple de Bourges, Oui. mais un club où tu auras un peu de temps de jeu C'est et ça. tu pourras te confronter déjà au... C'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais revenue en préparation en moins de 20 avec Alain Jardel, il était fou que je sois allée là-bas. Et il m'avait dit un truc qui était, pour le coup, pas faux, c'est que, il disait, pendant que tu es là-bas, alors là, aujourd'hui, on t'appelle en équipe de France, tu as toujours le niveau et tout ça, pendant que tu es là-bas, les filles qui étaient là avant et quand toi, tu étais là, finalement, elles sont en train d'arriver aussi. Et finalement, c'est vrai que je pense que quand tu es là-bas, on fait moins attention à toi. Je pense à plein de filles qui sont parties dernièrement, que tu as sûrement eu, Sabine, Sissoko, Manu Tahan. Tahan. C'est vrai que c'est des filles, je pense, qui ont un potentiel incroyable, mais du coup, on les voit plus trop sur le paysage français. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mesurer avant de... Ouais, et pour les mêmes générations, tu as une Tima Pouille, ou pour pas prendre, parce que j'ai pas envie de citer Liana Rupert et tout ça, qui sont peut-être des exceptions dans la facilité de réussite, mais une Tima Pouille, elle joue aujourd'hui et elle fait partie maintenant du paysage, je pense. Équipe de France. Et Tima, sauf erreur de ma part, elle est de la même génération que, Ouais. que Tan, que Manu. Ouais, je pense que tu vois des filles comme ça, ces filles qui ont un potentiel incroyable, et je pense que bon, je pense pour certaines, elles sont déjà en train de sortir de l'université, mais ça va être important que vraiment elles se fassent connaître Très vite. Ouais. Super, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et te demander ton avis sur ces charges de travail. Là, toi, tu as connu des grosses charges de travail aux États-Unis, tu as connu des choses ici. On est d'accord pour dire que voilà, cet écart qui nous sépare des Américains est quand même en train de se réduire. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont évolué. Ton regard aujourd'hui sur les charges de travail, quel est-il? Et est-ce que tu penses que les jeunes, maintenant, s'entraînent aussi dur que toi, tu as pu t'entraîner? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est très différent. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes travaillent. Après, bien sûr, je parle globalement. Je sais pas ce qu'il en est en termes de pourcentage, mais globalement, je pense que les jeunes travaillent, mais qu'aujourd'hui, tout Internet, les réseaux sociaux, autres, a fait qu'ils ne travaillent pas forcément sur les bonnes choses. Ça veut dire que ce soit basket ou prépa physique, hein, je pense que on va pas forcément faire l'effort en plus au niveau de la prépa physique aujourd'hui, parce que finalement, voilà, on se rend pas forcément compte de ce que ça, de l'importance de la prépa physique. Je pense que quand on voit un Stephen Curry ou les stars NBA avec un jeu vraiment léger, beau, pour reprendre la France, une Marine Johannes, je pense que les jeunes filles aujourd'hui, elles sont peut-être plus concentrées à apprendre à faire le step back comme tel ou tel que de travailler sur le travail de fond. Donc je pense que les jeunes travaillent, mais malheureusement pas pour ressembler à tel ou tel, et pas pour se concentrer sur eux individuellement, peut-être leurs lacunes ou autres. Donc c'est différent. C'est différent. Je pense que, on parlait d'Internet, je pense qu'il y a un bon côté, c'est comme tout, il y a un bon côté et un mauvais côté. Et aujourd'hui, le mauvais côté fait que... le mauvais côté fait que je pense que la nouvelle génération, comparée à la nôtre, ils pensent plus tout savoir, ils sont moins, on va dire, voilà, nous, on nous disait de faire des choses, on bronchait pas, quoi, on faisait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, je pense. Je suis d'accord avec toi, je sais que Sabine est d'accord aussi. Donc c'est bien que tu exprimes ton avis là-dessus, parce que je pense qu'il y a des choses que les jeunes ont besoin d'entendre, qu'on leur rappelle que c'est pas si facile que ça et que c'est pas toujours à portée de main et que ça va pas aussi vite que ça. Je voulais finir, on a parlé beaucoup de tes blessures, donc on va pas revenir dessus,
Mais je voulais ton avis sur les méthodes de récupération. Maintenant, il y en a plein. Il y a plein de choses qui ont évolué. Est-ce que toi, tu as des petites habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères? Parle-nous un peu de la récup et de comment tu fais encore peut-être maintenant ou comment tu as fait pendant ta carrière. Moi, je pense que je suis pas le meilleur exemple. Euh, tout simplement parce que je fais de la récup avec la kiné, les massages de récupération. Je pense que tout le monde aime bien. Mais après, je dis que c'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a des technologies telles que la cryo qui existent et qui sont efficaces. Et voilà, moi, ça n'a jamais été C'est pas ton truc. mon fort. Les bains froids. Non. Ouais, non plus. Bon, des fois, je me force à aller, comme j'habite à Montpellier, dans la mer où l'eau est assez froide et pourtant ça me fait du bien, hein, mais j'aime pas ça. Donc, je suis pas le meilleur exemple. Après, j'essaye depuis quelques temps à me forcer à m'étirer régulièrement. Mais j'avoue que la récup, je serais pas la meilleure élève pour t'en parler. Et même dans le cadre de tes blessures, quelque chose comme le Game Ready, etc. Si. Ça, oui. Ouais. Ça, j'avais pas le choix. Après, ça va, c'est local. Ouais. Tu vois. C'est pas tout ton corps qui a C'est froid, ça. c'est ok. Clair. J'ai une question sur les stratégies de récupération. Est-ce que tu as mis en place des adaptations alimentaires? Tu as fait un peu attention à ta nutrition? Est-ce que tu es parti voir des Tu diètes? veux faire le questionnaire map? Pardon. Non, vas-y. Par rapport à l'alimentation, est-ce que tu as eu un champ où à un moment donné tu t'es dit tiens là il faut que je fasse vraiment attention à ce que je mange, ce que je prends pendant l'effort, après l'effort? Ouais, complètement. Je pense que quand tu te blesses un peu à répétition, bah, tu essayes de tout ajuster de façon à tout faire comme il faut pour éviter que ça arrive à nouveau. Donc ouais, à un moment donné, je me suis un peu renseignée. J'ai su que voilà, il fallait que je mange moins de tomates parce que c'était peut-être un peu trop acide pour mes tendons. J'ai commencé à essayer de voir un petit peu aussi comment je mangeais de la viande rouge. J'essaie d'en mettre un peu moins. Plein de petites astuces. Enfin, j'ai fait appel à des professionnels, en fait, hein, des nutritionnistes. Je crois que Sabine, tu avais fait un programme une fois. Mais je fais appel à des professionnels parce que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est important, je pense, en tant qu'athlète. Des fois, on s'entoure trop. Mais c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Et je pense qu'un nutritionniste ou une diététicienne, ça fait partie des personnes qu'il faut avoir près de soi pendant sa carrière. Alors, anecdote, en équipe de France, Diandra Chouachang, elle avait l'habitude de passer à ma table avec son assiette et elle me faisait valider son assiette. Elle me disait « ça va ça, hein, ça va ?» Et en contrepartie, par contre, dès que moi je me dirigeais vers le buffet des desserts, elle me chopait, alors je retournais m'asseoir. Complètement. Et juste pour boucler un peu ce sujet-là, parle-nous un peu du sommeil, l'importance que tu accordes. Est-ce que tu as des rituels, tu fais des siestes? Combien de temps tu fais la sieste avant les matchs, etc. Ouais, j'ai des rituels. Je fais une sieste avant tous les matchs. Avant, elle était un peu trop longue parce que je prenais une plage de 2h30. Mais quand je jouais à 20h, mais du coup, j'ai réduit assez vite parce que je n'étais pas bien réveillée. Et donc, ouais, j'ai fait une sieste le jour du match. Le jour en semaine, quand j'ai entraînement, pas vraiment parce que je fais des cours à côté. Donc, souvent, l'après-midi, j'étais plus efficace au niveau de mes cours que le soir. Et le sommeil, en fait, moi, très tôt, en fait, la première fois que je me blesse ici à l'INSEP, je me souviens comme si c'était hier, je sais pas pourquoi, c'est une nuit où j'arrive pas à dormir et où je me couche vers 3h, 4h du matin. Et ça m'a toujours marqué de m'être blessée le lendemain d'une nuit où finalement j'ai dormi très peu. Et pour moi, c'était forcément lié. Et depuis ce jour-là, j'ai donné de l'importance au sommeil. Ça veut dire si entraînement le lendemain matin, il faut que je puisse dormir 8 heures, minimum 8 heures. Et même les fois où je dormais plus tard, je faisais super attention le lendemain, en fait, quand j'allais à l'entraînement. Ouais, donc pour toi, c'est bien, c'est 8 heures minimum de sommeil. Et après, tu rajoutes la sieste. Ouais. Okay. Ouais, pour moi, ça fait partie de la préparation, ça fait partie de l'entraînement. C'est vrai que des fois, quand tu expliques à tes profs que
que tu fais la sieste, ben, ils rigolent. Mais je pense que quand tu vis le truc, tu sais que le repos, c'est pas, pour moi, c'est une sieste. Pour ça, d'autres personnes, c'est juste prendre un temps calme et tout. Mais je pense que c'est important d'avoir ce temps-là où on se pose et ça fait partie clairement de l'entraînement. Et on a parlé de nutrition. Est-ce que l'hydratation aussi, c'est quelque chose qui a été important? Est-ce que tu, pareil, utilises des compléments ou des boissons d'effort et des choses comme ça, ou c'est que de l'eau, mais comment tu gères un peu l'aspect hydratation? Moi, j'ai toujours utilisé que de l'eau, un peu d'isoxant à une période, mais ça me faisait aller... j'allais faire pipi trop souvent, donc j'ai arrêté. Mais surtout de l'eau. En plus, je suis pas très eau de base, mais je me suis forcée et maintenant, je bois quasiment que de l'eau. Donc, je pense que quand je bois pas assez d'eau en période d'effort, je le sens tout de suite. Je le sens tout de suite au niveau de mes muscles, quand je m'étire et tout ça, ben je sens tout de suite qu'il y a un souci. Donc je me force à terminer la bouteille. Et puis derrière, en dehors de l'entraînement, je bois aussi de l'eau, à moins que je sois invité quelque part ou quoi, mais j'essaie de vraiment boire que de l'eau. Marie? Oui, moi j'avais une question, que ce soit en termes de préparation physique, suivi, prise en charge, nutrition, etc. S'il y avait 2 points forts des États-Unis que tu penses que ce serait bon de ramener en France et 2 points forts qu'il y a en France, lesquels ce serait en fait? Au niveau des États-Unis, les points forts, je dirais, je pense que c'est l'éthique. L'éthique, je disais, c'est vraiment... tu vois, en France, j'avais l'impression d'être forcée d'aller en muscu parce que j'avais pas envie. Et là-bas, c'est vraiment... on se challenge en muscu, quoi. Les filles, elles se challenge en muscu. Donc, je dirais ce petit côté, voilà, réussir à amener un peu de compétition dans la séance de muscu. Comme on peut retrouver des concours de tir à la fin des entraînements, ben voilà, en muscu, se donner des challenges, que ce soit sur le gainage ou quoi. Mais je dirais ce petit côté pour vraiment... ouais, là-bas, un des points forts, c'était le fait de vouloir aller en muscu, d'aimer y aller. Si je devais en prendre un deuxième, je pense que ce serait ouais, toute la partie... Enfin, le côté où finalement... ici, des fois, moi, je disais à Sabine tout à l'heure à Montpellier, par exemple, j'ai un coach. La préparation physique, pour lui, ça ne sert à rien. Et du coup, on n'est pas obligé de faire des séances de muscu. Vraiment, c'est vraiment libre. Pourtant, on a un préparateur physique, donc c'est dommage. Mais là-bas, vraiment, je pense que les deux sont au même niveau. Le basket ne va pas sans la préparation physique. Donc c'est le deuxième point fort que je ramènerai ici, parce que c'est le cas dans certaines institutions, par exemple à l'INSEP, je pense, où moi je vois depuis ouais, un peu plus de 10 ans du coup que j'y suis passée. Ça a évolué. Donc tu sens qu'il y a une volonté quand même de mettre la préparation physique en avant, mais je pense que dans beaucoup de structures en France, c'est pas encore assez considéré. Donc s'il y avait un deuxième point fort des États-Unis que j'amènerais en France, c'est ça, de mettre les deux au même niveau, en fait, au même titre que la préparation mentale, la préparation physique et la technique basket. Et pour les points forts de la France, clairement la nutrition. Nutrition, parce que moi je vous parlais d'une période où ma deuxième année où j'ai vraiment j'étais dans la forme de ma vie, mais il y a aussi la période où je suis arrivée, où j'ai pris 4 kilos d'un coup et j'ai rien compris. Parce qu'en fait, mes 3 repas par jour, c'était devenu en fin de journée un repas à 20h et un deuxième repas parce que le self il réouvre à 22h. Donc si tu fais pas attention, ça peut vite... et on avait pourtant un préparateur physique qui jouait un rôle aussi dans la nutrition, puisque tous les matins, il venait... au self pour voir ce qu'on prenait au petit déjeuner, parce qu'ils avaient une vraie volonté d'arrêter les filles. Elles étaient costauds, il y avait des filles qui étaient en surpoids. Ils avaient une vraie volonté de stopper un petit peu cette culture, mais malgré tout, moi je suis arrivée, j'ai pris du poids. Donc ça c'est quelque chose, je pense qu'ici on fait beaucoup plus attention. Aux États-Unis, où c'est
culturellement le pays où finalement, on s'en fout que tu sois maigre, obèse, ou du coup, c'était pareil un petit peu dans le sport. Alors que ici, si tu prends un petit peu trop de kilos, Sabine va te le rappeler. Donc finalement, ouais, je pense que cette rigueur qu'on a ici par rapport à l'alimentation, la ramener là-bas. Et deuxième point fort pour la France, je dirais peut-être plus, moi je disais que là-bas, j'avais pas trop de notions sur ce qu'on voulait travailler, parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'était que de charger. Là, c'est vrai qu'en France, en fonction des différents programmes, je sais ce que je travaille. C'est très précis. Donc peut-être un peu plus... peut-être ce côté un petit peu plus... savoir... Planification, méthodologie. Ouais, exactement. Moi, j'ai fini avec mes questions. On peut passer à des questions libres. Faites circuler le micro et allez-y, n'hésitez pas. Moi, je voulais savoir, pour faire le lien entre ce que tu as vécu aux États-Unis et la récupération, est-ce que justement ta récupération a été est-ce qu'elle a été affectée du fait que tu sois parti aux États-Unis? Je prends notamment, vu que là on a parlé de la nutrition déjà, plus par rapport au sommeil, si vu que les journées étaient sûrement plus longues ou où il y avait beaucoup plus de volume, est-ce que tu dormais mieux? Est-ce que tu avais un temps de sommeil qui était nécessaire ou même ça peut être sur les autres aspects de la récup? Je pense que j'ai préféré le modèle français en termes de planification, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que je suis pas du matin et les journées commençaient très tôt. Donc, je suis pas du matin, je me couche pas en plus hyper tôt naturellement. Donc, finalement, c'est vrai que c'était costaud en termes de planning. Donc ouais, je dirais ouais, le format ici. Bon, après, quand je suis revenu ici, j'étais professionnelle, donc j'avais aussi cette faculté d'organiser aussi ma journée autour des entraînements. C'est vrai que là-bas, tu es un peu plus contraint par rapport au planning des cours, d'un petit peu des entraînements, de la séance de muscu, des séances d'études. J'étais plus fan, on va dire, du modèle où tu es en pro et voilà, tu entres dans la vraie vie et tu organises un peu ta vie comme tu le souhaites, avec bien sûr ces temps forts qui sont les entraînements et tes plages de récupération et autres. Après, moi, je fais juste une remarque. Là, on se dit, putain, la muscu à 6h du matin. Mais aujourd'hui, nos gamins, ils se lèvent à 6h du matin. À l'INSEP, mais ils vont pas à la muscu, ils vont à l'école. Donc aujourd'hui, ils sont en tri-quotidien scolaire et ils sont en bi-quotidien truc. Donc la journée, elle est la même. Simplement, aux États-Unis, l'importance sur le sport, il est 2 fois plus important que nous. Nous, on veut passer obligatoirement par la réussite scolaire, on va dire d'une manière normale, alors qu'aux États-Unis, tout est aménagé et que le sportif, il a une vraie part. Enfin, moi, je le pense comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, quand on veut faire sportif professionnel, on est presque à un reliquat de la société. J'exagère, ça change un peu, mais je fais exprès d'aller très loin. Aux États-Unis, tout est mis en place. Tu me contrediras pas, je pense, Diandra, autour du professionnel. C'est-à-dire que le mec qui n'est pas très bon au niveau scolaire, mais qui est excellent au niveau sportif, tout va être aménagé pour qu'à la fin de l'année, il ait quand même un diplôme. Nous, ici, je peux vous garantir un truc, ceux qui ne sont pas bons, ils prennent 2-3 heures de plus que les autres. Donc eux, ils ont des journées qui se terminent parfois à 11 heures parce qu'ils prennent des cols et ils prennent des trucs parce qu'ils ne sont pas bons. Alors, ils ont des profs individuels et tout, tout est fait pour qu'ils réussissent. Mais au final, ils passent le même diplôme que les autres. Je ne suis pas sûre qu'aux États-Unis, le mec, il passe le même diplôme que les autres. Tu es d'accord ou pas, Diandra? Je veux pas. C'est sûr, parce que là-bas, alors, c'est vraiment... C'est beaucoup plus cadré dans le sens où, finalement... L'université ne peut pas décider, c'est la NCAA qui décide en fait si tu as des mauvaises notes et que ça atteint un certain seuil, finalement tu es obligé de t'arrêter. Sauf que l'université va faire en sorte effectivement que tu n'atteignes pas ce seuil. Des fois, il y a des trafics même qui ont lieu. Donc ouais, c'est sûr que le sport passe clairement vraiment avant là-bas. Alors que nous, franchement, aujourd'hui, c'est pas le... Non, ici, l'INSEP met en avant le fait qu'il y a 100% de réussite au bac
depuis des années, et je pense que tout est fait pour que cette statistique-là ne change pas, et les gamins n'ont pas le choix, quitte à ce que ça surcharge leur journée ou leur semaine. Là, en ce moment, les bacheliers sont dans une période qui est hyper compliquée. Et du coup, on doit adapter le sportif autour de ça, parce que sinon, on les perd. Et les gamins, ils n'en peuvent plus, ils ont des journées qui sont interminables. Donc, c'est à nous d'adapter le planning sportif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Greg et je sais Julien ont enlevé des séances de basket pour que les gamins puissent récupérer et réviser. Je pense que ça n'arrivera jamais aux États-Unis. Non, On est bien d'accord. l'inverse. C'est l'inverse. On enlève des séances scolaires. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais faire la remarque. Oui, Diandra, par rapport au rythme aux États-Unis, entraînement plus long, récupération, est-ce que tu as vu plus de blessures chez tes coéquipières qu'en France? Non, je pense globalement, j'ai vu plus de blessures ici. Plus de blessures ici. Après, je trouve qu'elles étaient moins bien soignées là-bas. Parce que, après, c'est moins de blessures. Mais les seules blessures que j'ai vues là-bas, déjà, c'est différent. En 2 ans et demi, j'ai pas vu une seule fille s'arrêter pour une blessure musculaire ou quoi. C'est vraiment, tu t'arrêtes quand t'as un gros truc, quoi. Les croisés ou... Mais j'ai pas vu une seule fille se... Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de préparation physique qui ont fait que finalement, t'as pas trop de blessures intermédiaires comme ça, déchirures. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup les croisés. Beaucoup les croisés. J'avais une deuxième question. Tes coéquipières avaient fait que du basket avant? Non, elles avaient fait plein de sports. Parce que là-bas, en high school, tu peux faire plein de sports en même temps. Et après, en fonction de la bourse qu'on va te donner, et c'est vrai que la bourse complète, elle concerne souvent des sports comme le basket, le football américain, le baseball, les gros sports en fait là-bas. Des fois, par exemple, tu as beaucoup de gens qui faisaient du basket et de l'athlétisme en high school. Et ils vont, même s'ils sont meilleurs en athlétisme, ils vont prendre le basket parce qu'ils ont une bourse complète, une proposition de bourse complète à l'université, alors qu'en athlétisme, c'est une bourse, mais qui est pas, ils doivent aussi participer. Donc là-bas, c'est pour ça que je pense que les gens sont aussi très sport, c'est que finalement, là-bas, les études supérieures, ça coûte hyper cher. Et finalement, il n'y a que le sport. Et si tu es l'élève le plus intelligent de la Terre, qui peut te permettre d'avoir une bourse, en fait. Il y avait une question en dessous de toi, Sébastien. J'avais une petite question par rapport à ce que tu disais là, cette saison, par rapport au coach justement qui n'apportait pas d'importance par rapport à la prépa physique. Je sais que j'avais pu échanger un peu de tout ça avec Hugo, mais à quel point toi, du coup, tu as une certaine expérience, il y a des jeunes qui intègrent aussi le groupe, à quel point vous êtes du coup obligé, entre guillemets, d'aller sur le côté physique, à quel point lui vous impose aussi ça. Je me dis, par exemple... tu arrives toute jeune avec les blessures que tu avais, le coach a aucune importance, s'en fout totalement de cette partie physique-là. À quel point, du coup, les joueuses, elles, sont obligées ou pas d'y aller, à quel point elles apportent de l'importance à ça. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ouais. Je pense que c'est vrai que de base, moi, je connais plus de joueuses qui n'aiment pas la muscu que qui aiment la muscu. Donc, finalement, c'est vrai que quand tu as un coach qui la rend pas obligatoire. Je pense que quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de maturité, tu peux très vite te dire c'est normal et du coup, si c'est pas obligé, je le fais pas. Je préfère aller faire une séance de shoot ou rien faire. Et je trouve que c'est le problème en fait. C'est le problème. Après, voilà, Valérie, on va pas le changer. Il a des années de métier derrière lui et ça a toujours été sa philosophie. Moi, j'ai joué pour lui. Il y a déjà 10 ans en arrière, c'était déjà ça. Mais je pense que c'est risqué. C'est risqué parce qu'aujourd'hui, une joueuse de mon âge, elle sait que c'est obligatoire et c'est indispensable. Mais la jeune joueuse, elle peut s'en servir comme échappatoire. Et je pense que c'est pour ça que c'est important qu'en tant qu'ancienne joueuse, les plus anciennes en tout cas, on transmette un petit peu tout ça parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des coachs qui ne sont pas unanimes sur ça. Donc, est-ce que tu l'as fait du coup? Est-ce qu'avec les jeunes de ton club, tu leur as expliqué, toi, l'importance de tout ça? Ouais, complètement.
moi, le message que j'essaye de passer aux filles de mon club et même aux plus jeunes, c'est que finalement, moi, je disais, s'il y avait un truc que j'aurais changé, si un truc que j'avais changé, ça aurait été de faire de la prévention avant de me blesser. Et moi, je pense que je l'ai fait un peu tard. Donc l'idée, c'est que vraiment, elles comprennent qu'il y a des choses à faire avant d'arriver à la blessure. Cyril ? Tu parles justement de ce que tu commences à véhiculer comme message là auprès des jeunes, mais à Montpellier, ou peut-être de ce que tu fais aussi à la Courneuve. Est-ce que tu envisages pour la suite de ta vie de t'impliquer dans des discours comme ça, justement des messages en direction des jeunes sur tout ce qui est prépa physique ou peut-être d'autres choses sur vécu d'expérience, quoi? Ouais, complètement. Je pense que c'est important de transmettre. C'est important de transmettre. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir des joueuses pro qui me préviennent sur certaines choses. Je pense que ça a été le cas avec Fatih Sako, qui a arrêté sa carrière aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'avoir en coach lorsqu'elle a passé son DES avec le Pôle Île-de-France. Et c'est vrai que pour moi, ces conseils, ils ont été précieux, en fait, hein. Très précieux. Et je pense que c'est important, moi, maintenant que j'arrive à la fin, de le faire aussi. Et c'est ce que je fais, des interventions comme ça avec des jeunes. En général, quand on me sollicite, c'est toujours avec plaisir. C'est noté. Quelqu'un d'autre ? Non, moi j'en ai une dernière. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quelles sont les qualités ou les prérequis nécessaires pour faire une carrière de joueuse pro pour tous les jeunes qui se destinent à cette vie-là? Qu'est-ce qui pour toi est incontournable? Pour moi, ce qui est incontournable vraiment, c'est un peu bateau, mais c'est le travail. Moi, c'est le travail parce qu'aujourd'hui, je pense que le niveau, il fait que grimper. Et il n'y a personne, personne qui peut arriver à ce niveau et y rester et performer sans travail, en fait. Et quand je dis travail, je parle du basket, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, la récup, l'analyse du jeu, le travail vidéo. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont incontournables aujourd'hui, qui vont être de plus en plus incontournables parce que le niveau, je trouve qu'il fait que grimper. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des plus jeunes et que je disais qu'ils ne travaillent pas forcément les bonnes choses, je pense que vraiment, pour faire la différence, ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui auront appris à connaître leur corps, appris à connaître leurs lacunes et qui seront prêts à vraiment travailler là-dessus et pas seulement travailler. Malheureusement, c'est un peu humain, mais des fois, on veut travailler que sur ce qu'on aime, alors que c'est ce qu'on n'aime pas qu'il faut travailler. Donc, quand je parle de travail, vraiment, ça englobe tout ça. Pour moi, c'est vraiment la condition sine qua non pour aujourd'hui atteindre ce niveau, y rester et performer. Super, merci. S'il n'y a plus de questions, on peut applaudir Diandra, je pense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Quelques minutes, on reste là si vous voulez. Après, il y a la pause café aussi qui est à côté. Si vous voulez qu'on échange un peu. La matinée est terminée pour ce matin. Il n'y a pas d'autres interventions dans la foulée. On se retrouvera en début d'après-midi. Je vous ai dit hier, j'ai trouvé une solution. Et puis, Fabrice qui est arrivé, qui est là-bas, a bien voulu s'adapter au contexte. On vous l'a dit plein de fois, hein, ça fait partie du métier d'être capable de s'adapter. Donc on ira dehors, il fait beau, c'est parfait. Fabrice a dit on va bronzer, c'est cool. Donc l'intervention se fera sur le terrain de foot synthétique qui est juste derrière l'amphi. Hein. Voilà, on se débrouillera pour amener le matériel nécessaire. Et donc on se retrouve à quelle heure on les 14h? Ouais. Donc 14h, on démarre sur le terrain là-bas, et puis on sera juste à côté pour venir dans l'amphi et finir avec l'intervention de Yanis et de son chef de projet. Voilà. Donc là, si vous avez des questions encore, ou si vous voulez échanger sur des sujets, peu importe ce que c'est, on peut rester un peu. Et puis si vous voulez aller
vous promenez dans l'INSEP, peut-être qu'Evan est en train de faire une séance, je ne sais pas, avec Guy, c'est possible. Soit au pôle basket, ce matin et cet après-midi, il y a du 3-3. Donc si vous voulez aller sur le pôle basket, voir ce qui se passe, vous pouvez y aller sans problème. Et les autres sports aussi. Hein. Merci en tout cas, à tout à l'heure.